Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Regard social sur Equinox Télévision. Un accident de travail est un événement imprévu et soudain qui survient donc à un travailleur pendant ou à cause du travail. Dans la plupart des cas, les victimes sont abandonnées et ce sont des familles qui paient le prix. Ce soir, Regard social tente de comprendre le phénomène avec le concours des experts qui vont être sur ce plateau en deuxième partie. Mais avant cela, vous aurez droit à des témoignages poignants et pathétiques de ces victimes qui ont été recensées pour s'exprimer ce soir. Bienvenue à tous, c'est Regard social. Les victimes et leurs parents sont sur ce plateau pour apporter quelques témoignages sur les différents cas survenus dans ces deux familles, puisque ce sont deux cas également que vous aurez à suivre ce soir. Pour cette première partie, Cyril Fossy, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes âgé de 20 ans. Vous êtes aujourd'hui handicapé des membres inférieurs à cause d'un accident de travail que vous avez subi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour, je raconte, oui. La journée du 16 juillet 2018, oui. Ce jour, il n'y avait pas la lumière dans mon lieu de travail. Je suis arrivé le matin, oui, avec mon cousin. Nous sommes arrivés, il n'y avait pas la lumière. Oui. En tout cas, je vous laisse le temps de reprendre les formes, le souffle d'ailleurs, le temps de présenter également le second cas qui est avec nous ce soir. Vous n'êtes pas seul, vous êtes venu avec votre maman, Brigitte. Bonsoir. Vous avez votre micro. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la maman de Cyril. Oui, je suis la maman de Cyril. Voilà, et vous l'avez accompagné sur ce plateau parce que depuis qu'il a subi cet accident, il a presque perdu la parole parce qu'il se sent très mal. Oui. Oui, depuis que mon fils a fait cet accident, il se sent vraiment mal parce que en dehors de son pied, il a un autre cas qui est vraiment critique, qui demande une intervention chirurgicale qui devrait être faite depuis le mois de janvier et de l'année 2019 qui n'est pas fait parce que il a été abandonné et c'est moi qui suis en charge de lui. D'accord, vous allez nous expliquer tout ça dans un instant. Le temps pour nous d'accueillir Ateba Missoa. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes menuisier et vous êtes âgé de 23 ans. Ça fait quelques mois que vous ne travaillez plus à cause de l'accident également que vous avez subi. Depuis j'ai commencé, bon, c'était mercredi, le 8, ce matin, comme il y avait tellement qu'il y avait faim. Comme il y avait faim, j'ai demandé l'argent à mon boss. Il m'aide pas à me donner 500 pour déjeuner. Bon, monsieur m'a répondu qu'il n'a pas l'argent, alors qu'il avait l'argent sur lui. Il me met alors la pression que nous, il veut pardon, marche, fait vite, on travaille, on libère des clients, on me donne l'argent. Je voudrais rappeler que vous travaillez à l'époque dans une menuiserie. Ancien, depuis 2013. Depuis 2013. Oui, voilà. J'ai fait 6 ans d'année. Oui. Et ce matin-là, ce n'était pas le vôtre, on va le dire comme ça, parce que c'est ce jour-là que vous étiez victime de cet accident. Vous n'êtes pas venu seul sur ce plateau, vous êtes venu avec votre tante qui est à votre gauche. Il s'agit de Oyono Nathalie. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, vous êtes la tante de ce monsieur, Teba, précisément. Oui, monsieur. Oui. Vous avez vécu toute la scène, puisque c'est vous qui l'avez accompagné à l'hôpital et autres soins qu'il a pu recevoir jusqu'ici. Bien sûr, monsieur. Bon, du moins, j'ai vécu la scène à partir de l'hôpital. Donc, jusqu'à sa sortie, du moins jusqu'à présent. Oui. Oui. Vous savez au moins ce qui lui est arrivé? Bien sûr, monsieur. Oui, j'ai dites-nous, vécu. qu'est-ce qui s'est passé? Il vous a raconté? Oui, il m'a raconté, justement. Du moins, comme il donne la date, je ne me rappelle pas de la date, mais c'est un mercredi. On a un de nos oncles qui fait la moto.
il était en route et il nous raconte toujours cela que lorsqu'il est en route et il y a attroupement de personnes, il prend toujours la peine de s'arrêter parce que il ne sait jamais, du moins il se dit toujours qu'on ne sait jamais, ça peut être sa personne. Et justement ce jour, et c'était son neveu au niveau de l'hôpital de la Cité des Palmiers. C'est de là où il passait, il a vu l'attroupement et on criait Yves, 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 Yves. Bon, il a pris la peine de garer sa moto et lorsqu'il s'était dirigé vers l'attroupement, il a trouvé que c'était Ateba. Bon, de là, il n'avait pas mesuré l'ampleur de l'accident puisque sa main était enrobée d'un tissu auquel on avait fait un garrot pour arrêter le saignement, merci. Après, quand ils sont entrés à l'hôpital, il a quand même pris la peine, quelques heures après, de venir nous informer, à maman et moi à la maison, que Yves a eu l'accident. Bon, bref, quelques heures après, je m'étais apprêtée, je suis partie à l'hôpital. C'était l'hôpital de la Cité des Palmiers. Au niveau de l'hôpital de la Cité des Palmiers, arrivé là-bas, lorsque j'étais entrée, je n'ai pas pu voir Ateba dans un premier temps. Bon, j'ai pris la peine de demander à ceux qui l'accompagnaient, parmi lesquels il n'y avait pas son patron et même celui qu'on a envoyé après comme le représentant du patron, il n'était pas là. Bon, c'était ses autres collègues qui me racontent dans cette scène qu'il était en train de travailler. D'accord. Alors, lui-même va nous dire ce qui s'est passé concrètement. Vous dites un mercredi matin, vous demandez 500 à votre patron pour déjeuner, il ne vous donne pas l'argent. Il vous demande simplement de rendre le travail qui était prévu. Pressé pour le client. Au moment que, quand il me disait ça, ok, je me suis laissé tomber. Quand il m'a dit qu'il va payer le boss, il va payer le boss pour lancer au boss que il ne veut pas travailler. Quand il dit que voilà, il refuse le travail, il refuse de travailler. Et là maintenant que non, moi j'avais la volonté que non, je laisse tomber. Moi je n'aime pas les problèmes. Je m'engage alors pour travailler. Je m'engage. Maintenant, comme il y avait un client qui est venu, il est venu nous saluer, il est venu au travail, il voulait les couvre-jours. Et il a dit que pardon, il passait entre, il finit d'abord le travail que le boss m'a d'abord demandé de faire. Quand je lui dis ça, il m'a dit ok, je suis comme ça dehors. Il a dit pardon, s'il te plaît, tu as 500, tu peux d'abord me donner. Quand il va finir les couvre-jours, il va aller, pendant qu'il veut d'abord passer le cours, je vais donner à mon collègue, lui va passer les pièces sur la machine. Après, mon collègue a dit non, gars, pardon, on fait un peu vite, on gagne en temps. Oui, maintenant, donc j'ai laissé tomber. J'ai pu maintenant le faire, on le refait pour passer les couvre-jours. Et le fer là ne coupait pas. Et là maintenant, je dis à mon chef que voici le fer, ça ne coupe pas. Après, quand il lui dit ça, il me dit que ouais, travail. Oui, à quel moment survient l'accident? À quel moment précisément? C'était les affaires de 9h. Oui. 9h, dans 10 ans moins. J'ai eu l'accident à 10h. Oui, on veut comprendre l'acte. Comment est-ce que votre main s'est retrouvée dans la machine? Voilà. Maman s'est retrouvée la machine parce que mon collègue tirait fort. Quand il tirait la quoi? Tête, il tirait quoi? Il tirait le bois avec moi. Au moment quand il tirait fort, je soulève la tête pour lui dire regarde là, tu es en train de travailler. C'est là où ma main glissée, s'ancrer la machine. C'est l'hélice qui a coupé votre main? Oui, c'est la machine qui a coupé mes mains. Alors dans le bois que vous étiez en train de tirer, votre main a glissé sur le bois en question. Sur le bois, ça a ancré sur la machine. Oui. Et ça a tranché. Ça a tranché tous mes doigts. Mais il y a un qui a été sauvé. Comment? Même le doigt, s'il était aussi touché. Et on vous a amené à l'hôpital, à l'immédiat? Arrivé à l'hôpital, on m'a d'abord amené à côté de ma à côté de mon atelier. On est arrivé là-bas, on a dit qu'on ne peut pas me soigner parce que mon cas est grave. Envoyé-le chez Abonamoussadi. Arrivé à Abonamoussadi, on nous a envoyé à faire la radio. On a encore ancré
On arrive encore au Bonamou. Ok, vous vous êtes retrouvé à l'hôpital de la Cité des Palmiers. Oui. C'est là-bas que tout a été fait. Oui, c'est là-bas que tout a été fait, l'hôpital de la Cité des Palmiers. Votre patron était présent? Il était présent le premier jour. Après, le deuxième, il n'est plus venu. Il m'a abandonné, il a envoyé plutôt mon collègue. Mais maintenant, même pour payer les comprimés, il n'a pas fait. Pas plus soin de moi. Jusqu'ici? Jusqu'au présent. Même là, quand il pas lui voir pour le supplier, pour il me donne les comprimés, il me donne l'argent des comprimés, commence à me menacer, commence à me dire comment il a les relations, comment il a niat, il ne peut rien lui faire. Si tu veux même envoie même ça, même sur le président. Mais je dis à l'autre boss que c'est une menace, que tu es en train de me menacer. Je dis que non, je dis boss, je ne suis pas là pour venir faire les problèmes avec toi, s'il te plaît. Donne-moi l'argent, je veux payer les comprimés. Je sens la douleur, il me dit, comment, il m'avait poussé. Tu es tombé avec la main, avec la bande sur moi. Vous étiez salarié quand même? Oui. Il m'avait poussé. Au moment quand il me pousse, là maintenant mes collègues me guettaient, me disent, pardon, ne veux pas. Maintenant il dit à mes collègues, non, apporter, il veut vous jeter en route. Là, alors mes collègues ont refusé, ils disent, non, on a peur. Pardon, vous-même, allez faire vos cas, on ne peut pas toucher à tes pas. Là, maintenant, je suis rentré. Je suis allé pour voir ma tante, ma grand-mère, pour lui dire que le boss m'a menacé. Il a dit que si elle vient encore vers lui pour le voir, il va me tirer il va m'abattre avec son lame. Il met la lame chez lui. J'ai dit que boss, ok, comme tu dis que tu vas m'abattre, je vais plus placer devant toi. Comme tu voulais, voilà, même mon œil, j'avais perdu mon œil. Même du jour, on a demandé tout le 50 000. Il a sorti 3 000 pour me donner. J'avais refusé de prendre les 3 000 là. Je lui ai dit que mais tu es mort de moi. Laissez tomber. Vous étiez assuré? Non, on n'était pas assuré. Même ces machines ne sont pas assurées. Voilà, maintenant, il me trouve. Alors, son entreprise continue de fonctionner? Voilà, maintenant qu'il me trouve handicapé, il y a plusieurs dents, je ne sais plus quoi faire. Même pour manger, même pour me laver, ça me dépasse. Même pour m'écrire, ça me dépasse. Je ne sais plus comment il peut faire. Regardez comment je suis. Nathalie, vous êtes venue accompagner Ateba, qui curieusement explique clairement ce qui lui est arrivé. Oui, monsieur. Vous l'avez suivi à l'hôpital, vous vous êtes occupé de lui carrément alors que le patron l'avait abandonné, dit-il. Bien sûr, monsieur. Lorsque le premier jour auquel il avait fait l'accident, lorsque j'étais arrivée, j'avais trouvé Ateba, il était inconscient. Le médecin m'a demandé de le laisser et c'est comme ça que tout le corps médical s'est acharné sur moi, me gronder. Comment vous pouvez abandonner un malade comme ça à l'hôpital, ainsi de suite. Du moins, il était sorti des urgences, du bloc opératoire bien avant mon arrivée. Quand j'arrive, donc, il est inconscient, je veux essayer de le réveiller. Le bras est bandé, accroché à l'air. Le médecin me demande de le laisser se reposer. Les gens, son patron qui dit qu'il était là quand il était venu l'accompagner à l'hôpital. Moi, je n'avais trouvé personne à l'hôpital. Lorsque j'étais arrivée à l'hôpital, il n'y avait personne. Je suis restée là puisque son petit frère aussi, qui est menuisier quelque part là-bas, du même côté. C'est lui qui était rentré du travail, qui m'a relayé autour de 22 heures. Pendant ce temps, il appelle le patron d'Ateba. Le patron d'Ateba dit, je vais envoyer quelqu'un. Du moins, le premier jour, il était inconscient jusqu'au moment où j'étais rentrée. Le matin, le petit frère d'Ateba m'appelle. Il me dit, il doit aller au travail, mais il a appelé le patron de Ateba. Alors, il a dit qu'il va envoyer quelqu'un. Du moins, il a dit qu'il est en route. Donc, que je ne me presse pas. Quand le patron sera en train de rentrer, que moi aussi, je viens le relayer. Quand je reste, je fais les choses rapidement parce que je dois aller lui donner à manger à l'hôpital.
du moins, ils ne me font pas signe. Ok. Alors, ça a été une phase, n'est-ce pas? Et combien de temps après? Il a passé combien de temps à l'hôpital? Il a passé près de 3 semaines à 1 mois à l'hôpital. Et il a été pris en charge par qui? Il a été, bon, du moins, pour que son patron puisse au moins acheter les quelques produits qu'il achetait, il fallait que je me déplace pour Makepé Misoké. Je n'ai jamais vu son patron avec mes yeux. Il fallait que je me déplace pour Makepé Misoké. Son représentant qui réglait les quelques... Il a acheté tous les médicaments sur moi en disant la femme est invalide. Voilà le mot que je peux employer. Il est invalide. Ateba ne peut plus rien faire, même pour prendre son bain. Le matin, il est obligé de s'asseoir, prendre un gobelet, se verser de l'eau, ne peut pas se frotter le corps. Parce que la maman, elle s'en va au champ. Nous, on reste à la maison ensemble. Je ne peux pas le laver. Il est un homme. On attend le soir quand notre petit frère va rentrer de sa débrouillardise aussi pour qu'il puisse lui frotter le corps. Donc, Ateba n'est que là, pas peut-être pour consommer, donc pour manger. Le reste, il ne peut plus rien faire. Alors, il est invalide. Il est simplement âgé de 23 ans aujourd'hui, donc il a encore plein de choses à faire. Bien sûr, monsieur, il a plein de... Voilà son avenir gâché. Voilà sa vie qui s'est arrêtée comme ça. Et nous, la famille connaissant à Teba, quand il avait ses 2 membres, c'est un débrouillard, un bon débrouillard et un battant. Il connaît chercher. Donc, quand nous, la famille, on le voit à cet état, vraiment, on peut mourir de pleurs. Vraiment, nous sommes éprouvés. Voilà le mot qu'il faut employer. Nous sommes éprouvés, la famille. Parce qu'il ne peut plus rien faire. Ok. Alors, vous êtes à Regard Social. Merci d'être venu parce que vous aurez quand même des choses à expliquer et vous aurez aussi des experts qui vont vous accompagner dans ce que vous avez comme souffrance à Teba. Et Cyril est toujours avec nous. Lui aussi, il a une jambe amputée aujourd'hui. C'est toujours à la suite de ce qui vous est arrivé. Comment est-ce que l'accident est survenu? Oui, j'étais sur une machine. Oui. Et bon, c'est dans une société de provenderie. On écrase la nourriture des poules, des porcs. Oui. Dans la société, donc, il y a une machine. 3 matins, alors il n'y avait pas la lumière. Il y a un premier client qui est venu. Il a versé son maïs dans la première machine du bar. Oui. Après, il est reparti. Quand la lumière va revenir, il sera de retour pour qu'on écrase. Bon, aux environs de 14h, 15h, quand la lumière est revenue, moi j'étais couché avec l'employé du patron, oui. Il était couché, il a demandé d'aller attacher les sacs, puisque la machine qui verse dans la machine qui reçoit pour mélanger, il y a les sacs en haut. Quand on démarre la machine... Il faut les nouer en fait. Il faut attacher les sacs, oui. Et les sacs étaient alors détachés, il fallait qu'on attache. Il a demandé d'aller attacher, il a dit que non, il est fatigué, il a quelque chose à faire dehors. Il est donc sorti. C'est comme ça que je me lève, je monte, pas attacher les sacs du bord. Je monte sur la machine qui mélange. Quand je monte, mon pied droit est au bord de la machine et ce pied qui est coupé est à l'intérieur de la machine. Ça a tourné comme ceci. Oui, c'était posé au-dessus. Il n'y avait pas d'énergie en ce moment-là? Non, en ce moment, la lumière était revenue. Oui. Et en ce moment, il était le deuxième client qui était là. Il fallait donc qu'on démarre parce qu'il était un peu pressé. Oui. Il fallait démarrer la machine du bas où on a versé le maïs pour que ça démarre, écrasé, ça envoie en haut avant de... Bon, quand il finit d'attacher le sac, je lui demande de démarrer la machine du bas. Oui. À ce moment, au lieu d'appuyer la machine du bas, il appuie la machine au-dessus. C'est comme ça que ça démarre. Parce que la machine n'a pas besoin de 30 secondes pour détruire. Donc quand ça démarre, ça n'a même pas fait 5 secondes. C'est coupé. C'est quand il crie. Ça a coupé votre jambe, vous dites? Oui, ça a coupé la jambe une fois. J'ai ressenti. Ça a fait tellement mal. Et crié jusqu'à... Il n'y a pas que la jambe. Quand il a crié, il a éteint, il est sorti. C'est un autre client qui est venu me faire sortir. Parce que quand il criait comme ça, il y avait un qui venait. Il a couru vers la machine, il a demandé que c'est quoi. Quand il me battait pour se parler, quand on était à la machine, il faut que... Ce sont les grosses machines, ça ne s'éteint pas facilement, ça part en ralenti. En sortant maintenant, ça m'a déchiré la cuisse, entre les testicules et la cuisse. Donc ça a ouvert, ça m'a déchiré là. Donc presque ma vessie était dehors. Oui. Donc je ne me suis pas rendu compte. C'est à l'hôpital maintenant que je suis arrivé, on m'a mis dans la voiture, je suis arrivé à l'hôpital.
C'est arrivé, on m'a amené à la salle d'urgence. Oui, après... Ça s'est passé à l'ouest, vous dites? Oui, ça s'est passé à l'ouest. C'était le 16 juillet 2018. Oui. Alors vous vous retrouvez à l'hôpital, entouré de vos collègues, Oui, il y avait qui appellent les membres de votre famille. Oui, du Le coup, patron puisque est le venu patron, également. le patron n'était pas là. Il était ici à Douala. Oui. Et il a été informé? Il a été informé en soirée. Oui. Et c'est comme ça, je suis resté, bon, j'étais inconscient. Ils ont fini de travailler, on m'a envoyé, parce que c'est le lendemain que je me suis réveillé. Quand je me réveille le lendemain, bon, il fallait pisser. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas uriner par voie normale. Ça faisait tellement mal. On m'a encore envoyé dans la salle d'urgence. En ce moment qu'on a percé, bon, pour mettre une sonde. Donc présentement, je suis sur sonde. Donc, jusqu'à présent, depuis ce jour, je n'ai jamais uriné jusqu'à présent, par voie normale. Okay. Alors, vous n'êtes pas seul sur le plateau, vous êtes avec votre maman qui vous accompagne depuis le jour où le drame est survenu, je veux dire le lendemain, puisqu'elle vous a retrouvé à l'hôpital. Brigitte, vous êtes avec Cyril. Oui, je suis avec lui. Et pourquoi vous pleurez? Bon. C'est parce que, bon, je lui ai en fait pas pleuré parce que c'est quand il se rappelle de comment il voulait faire les urines. Vous redressez parce qu'il y a une caméra en face de vous. Oui, je ne devais vraiment pas pleurer parce que c'est ce jour, quand on m'appelle, c'est le lendemain que je me retrouve à l'ouest parce que j'étais ici à Douala. Lui, il allait en vacances. Ce jour où j'arrive vraiment pour uriner, j'entendais seulement à partir l'entrée de l'hôpital. L'entrée, il criait énormément parce qu'il n'arrivait pas à faire les urines. Je ne connaissais pas de quoi il s'agissait. J'entendais seulement comment les médecins disaient qu'il faut le ramener en chirurgie. Donc c'est après que on lui a mis une sonde. Et jusque-là, je ne savais pas de quoi il s'agissait. C'est quand on a demandé la radiographie que nous sommes allés faire une radiographie, la cysto, et on a découvert qu'il ne peut pas faire les urines par voie normale parce que je me disais que c'est après un mois ou 3 semaines ou quelques jours, comme tous ceux qui vont en chirurgie ont quelquefois la sonde. Il devait passer, donc il devait faire les urines. Donc depuis presque 1 an passé, il n'a jamais passé par voie normale. C'est ça qui me fait. Alors, dites-nous qui s'occupait de sa prise en charge? C'est celui chez qui il a fait l'accident. C'est patron oui, c'est lui qui a payé les frais de l'hôpital jusqu'à sa sortie. Jusqu'à sa sortie. Et après, il a arrêté? Oui, depuis le mois de janvier, et il ne s'est plus occupé de lui. Pourtant, il doit être opéré? Pourtant, il doit être opéré depuis le mois de janvier de cette année. Pourquoi il a arrêté de prendre en charge? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, déjà, il disait que c'est lui qui prend soin de lui seul. Et entre-temps, c'est lui qui m'informe que le ministère public lui a porté plainte. Et si vraiment on le prend, il ne va plus s'occuper de l'enfant. C'est l'information que j'ai reçue de lui. Et c'est comme ça que toute la famille s'est acharnée contre moi, se disant que c'est moi qui ai porté plainte, parce que c'est en fait chez mon petit frère. Oui. Donc, ce qui fait que tous se sont levés contre moi. Et ça a fait beaucoup de problèmes. On ne se parle plus jamais depuis ce jour jusqu'à présent. Donc, les soins qu'il subit maintenant, parce qu'il faut lui changer la sonde 1 fois par mois. Tous les mois, il faut faire le pansement de peur qu'il y ait infection, parce que normalement, quand il partait de l'hôpital, on a dit qu'il fallait qu'il soit opéré le plus tôt possible, de peur qu'il n'y ait infection. Et depuis ce jour, il est comme ça, sans opération. Oui. Et c'est vous qui êtes responsable de tout ça? Enfin, oui. je veux dire, c'est vous oui. qui le prenez en charge. Oui, c'est nous. Et vous ne travaillez pas? Bon, je fais, pour le moment, oui, je fais rien encore pour le moment.
Donc il y a quelques fois, c'est le secours de l'église qui va à son sujet. Il y a quelques fois, ma patronne chez qui j'étais, c'est elle qui me venait aussi au secours pour les soins de l'enfant. Et c'est par son concours que j'ai pu obtenir la grâce d'être même sur le plateau ici. Alors, c'est difficile de vivre avec un enfant comme celui-là parce que vous devez vous occuper de lui. Il faut changer sa sonde tous les mois. Parfois, ce n'est pas respecté. Parfois, ce n'est pas respecté. Oui. Et quand ce n'est pas respecté, il y a un risque d'infection vraiment parce que ce n'est pas facile. Quand il commence, même là où il est, à une certaine heure de la nuit, si tu n'es pas courageux, tu ne vas pas rester là où il est. Pleure franchement. Surtout quand la sonde est bloquée. Surtout quand il veut faire les urines. Parfois même quand il veut faire les selles. Parce que le médecin chirurgien traitant de l'Ouest disait que cet accident certainement pourrait toucher une partie où il fait les selles. Et par la grâce de Dieu, il va aux selles, mais c'est pour uriner. Ce n'est pas supportable quand il commence à gémir. La nuit, parfois comme le jour. S'il n'a pas énoncé, ça c'est moi qui vis les faits. Il y a une nuit, c'est ma patronne qui est venue me prendre à 2 h du matin pour l'hôpital. Ce n'était pas facile. Vraiment, c'est difficile pour lui. D'accord. Alors, donc il a un double problème. Un double problème. Il doit être pris en charge pour notamment cette opération d'abord, aussi parce qu'on veut savoir s'il va pouvoir procréer. Puisque, exactement. Donc, c'est ce qui est encore inquiétant pour lui. Oui. Donc, si vraiment l'opération, il était intervenu, et même à temps, parce que après la radiographie, on a donné une date où il devrait être intervenu, mais il n'a jamais été parce que ce n'était pas plus facile entre mon petit frère et moi, et faute de moyens, bon, il est à moi seul et puis on fait ce qu'on peut en attendant que Dieu nous fasse grâce pour qu'il soit intervenu. D'accord. Alors, vous êtes venu à Regard Social également, tout comme Ateba Missoa qui est avec nous. Qu'est-ce que vous souhaitez maintenant, Ateba? Vous voulez quoi? Qu'on vous accompagne? Que votre patron vous dédommage? Qu'est-ce que vous voulez? Ou alors vous voulez que je pose la question à Nathalie? Oui. Nathalie, il souhaite que ce soit vous. Du moins, quand on fait recours vers Regard Social, nous savons tous au Cameroun que Regard Social est d'abord une âme de bonne foi, une chaîne de bonne foi. Et il y a les âmes de bonne volonté à Regard, à Equinox, raison pour laquelle nous avons fait recours pour que si vous pouvez nous aider d'abord, premièrement, à suivre son patron pour qu'il puisse dédommager Ateba. Parce que où il est là, il est déjà invalide. C'est sa main, il n'est pas gaucher. Il fait presque rien avec, il fait rien avec sa main gauche. Donc ce n'est qu'avec la main droite qui faisait tout avec. Donc où il est là, il est déjà invalide, il ne peut plus rien faire. Donc nous sommes donc venus vers vous parce qu'il y a les âmes de bonne volonté. S'ils peuvent nous aider, ne serait-ce qu'à lui trouver un petit commerce, parce que nous jugeons que peut-être ce n'est que le commerce qui peut faire maintenant, où il est sur place, il n'a pas besoin de faire trop de mouvements avec sa main invalide. Ou alors que vous nous aidez aussi à poursuivre son patron pour qu'il puisse le dédommager. Au moins, il a travaillé chez lui pendant 6 ans. Déjà, à l'hôpital, il n'a pas suivi. Il ne l'a pas suivi. D'accord. Ok, les experts vont être là en deuxième partie. Ils vont sans doute nous dire qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Ce sont des spécialistes des questions de sécurité et santé au travail que vous aurez donc à suivre tout à l'heure. Ateba, j'allais dire Cyril, votre maman est avec vous. Brigitte, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous souhaitez pour Cyril? Vous prenez votre micro? Oui, vraiment. Si je suis là, c'est parce que déjà, comme j'ai toujours regardé l'émission quelquefois, je sais que, comme cette dame a dit auparavant, que c'est une émission où il y a les âmes de bonne volonté. Ma supplication est juste que
Aujourd'hui, vous n'êtes plus en odeur de sainteté avec votre famille à cause de, cette Exactement. situation. Oui. Vraiment. Vous êtes seul contre tout le monde. Tout le monde. Et vous avez un cas sous la main. Donc, ma prière que vraiment cet enfant, qu'il ait des moyens, comme que Dieu pourvoit les moyens pour qu'il puisse intervenir. Si je suis venue ici à Regard Social, c'est pour que les âmes de bonne volonté fassent quelque chose pour lui, parce qu'en dehors de l'intervention chirurgicale qu'il attend, il lui faut une prothèse. Oui, et il faut qu'il retourne à l'école. Il faut qu'il retourne à l'école. Donc, c'est vraiment de ça qu'il s'agit, parce qu'en dehors de ça, je n'ai pas de capacité de faire des problèmes au niveau de mon petit frère, même père, même mère. Qui est son patron? Qui est son patron, qui est son oncle, et c'est chez lui qu'il était en vacances. Il a pris soin vraiment de lui jusqu'à ce qu'il sorte de l'hôpital. D'accord. Merci d'être venu sur Regard Social. Vous aurez l'occasion d'écouter les experts tout à l'heure. Nous vous invitons à aller découvrir justement le quotidien de ces deux cas, les cas de ce soir. Et en même temps, une enquête qui a été menée avec la caméra de Danny Warren Zede, le réalisateur de cette émission. Vous avez l'occasion de découvrir également dans quelle situation, dans quel environnement ces deux cas vivent et des témoignages aussi des membres de la famille. Juste après, nous allons accueillir nos experts. Qui fait que depuis ce jour, il ne fait pas les urines par voie normale. Cyril, élève en classe de première au moment des faits, était allé passer des vacances chez son oncle. Par ailleurs, patron d'une entreprise de transformation des produits agroalimentaires. Recruté comme temporaire, le pire est survenu avec le retour brusque de l'énergie électrique, faut-il le rappeler, suspendu des minutes plus tôt. Il y a eu un accident de travail au mois de juillet de l'année dernière. Pendant qu'il était en train d'attacher le sac sur une machine, un client a surgi et il lui a demandé de livrer son aliment. À l'enfant de lui demander si le courant est arrivé, puisqu'il y avait coupure dans l'entreprise ce jour, dans toute la ville. Et le client, au lieu d'aller appuyer le bouton sur l'interrupteur, a appuyé le bouton de la machine. Le jeune qui préparait sa rentrée scolaire n'ira plus à l'école jusqu'à ce jour à cause de cet accident de travail qui a abouti à l'amputement de sa jambe gauche et une partie de son entrejambe. J'ai fait mon accident, c'était à l'ouest. Je me sens très mal depuis qu'il a fait mon accident. Ça ne va vraiment pas. Parce que pendant mon accident, hormis du pied qui s'est coupé, j'ai
l'accident a touché mon appareil urinaire. Non. Depuis mon accident, je ne parviens pas à faire les urines par voie normale. Il y a des nuits où je ne parviens pas à dormir parce que parfois ça se bouche. Et quand ça se bouche, la douleur est grave. Donc je suis comme ça depuis qu'elle fait l'accident. Je suis à la maison, je sors presque pas parce que c'est pas facile. Sortir, tu es toi seul, tout le monde te regarde, c'est pas facile. Et il n'y a pas l'argent pour l'opération. Et depuis janvier que je devais être opéré, mais il n'y a pas l'argent. A été pris en charge à partir du jour où il a fait l'accident. Pendant 1 mois et demi, jusqu'au jour où il est sorti de l'hôpital. Le patron a dit qu'il ne peut plus s'occuper de lui. Il se disant que quelqu'un lui aurait porté plainte, pourtant moi je n'ai pas porté plainte. Et c'est comme ça que l'enfant est abandonné à moi-même. Il est abandonné entre les mains de sa maman. Cette maman qui ne sait plus à quel sein se vouer. Elle n'est plus en odeur de sainteté avec le patron de l'entreprise qui n'est autre que son frère. Sachant que c'est mon petit frère, c'est une affaire de famille, moi je ne peux pas me mettre à la barre avec mon petit frère. Puisque nous avons reçu la visite des autorités administratives, ils ont écouté l'enfant et après, il m'a fait, lui-même me fait part on lui a porté plainte, pourtant moi je ne lui avais pas porté plainte. J'étais reconnaissante qu'il s'est occupé de l'enfant, mais à ma grande surprise, quand on dit qu'il abandonne l'enfant dans un état critique comme ça, vraiment l'enfant est à ma charge seul maintenant. Cyril vit avec une sonde, celle qui lui permet d'évacuer les déchets urinaires. Un vrai calvaire pour ce jeune de 20 ans. Depuis que l'enfant s'y a fait l'accident, il n'a jamais fait les urines par voie normale. Il traîne une sonde sur lui qui, le médecin, lors de sa sortie de l'hôpital, a souhaité qu'il soit opéré le plus tôt possible pour qu'il n'y ait pas une infection. Le major de l'hôpital où il était suivi a demandé qu'il doit être opéré. Ce qui fait que la sonde qu'il traîne sur lui, par moment, il y a des séries où il souffre vraiment. Les risques d'infection sont des inquiétudes qui animent la maman de Cyril, qui ne supporte plus de voir son fils souffrir de la sorte alors que son employeur lui a déjà tourné le dos. À son jeune âge, il porte une sonde qu'il traîne et ça peut lui faire une infection au niveau des reins que ce n'est pas facile de supporter. Donc c'est ça qui me fait plus mal. Donc il peut ne pas connaître certaines choses, mais c'est mon inquiétude. Qui peut ne pas aussi procréer, on pourrait diagnostiquer ce qu'il faut faire pour qu'il puisse parvenir à procréer dans les jours à venir, dans les années à venir. Donc c'est ça mon inquiétude. Le jeune qui doit subir une opération chirurgicale afin de rétablir son appareil urinaire a besoin de votre aide. Lui, c'est Ateba Yves, habitant le quartier Lokbaba à Douala, vivant désormais avec un seul bras valide. Jadis employé, il a été victime d'un accident de travail dont le souvenir reste frais dans sa mémoire, comme si c'était hier. C'était un mercredi, le mai, un matin. J'ai dit à mon collègue, le gars Baminda, par exemple, viens m'aider à arrêter le bois, Titi.
J'avais une jeune fille. Je peux pas rapidement, je sais qu'il y a une personne à l'hôpital. Quand j'arrive, la mère, le petit frère aussi devait rentrer. Il appelle le patron, ou c'est le patron, ou je ne connais pas. Du moins, il appelle celui qui venait souvent là. Il dit que non, il faut que tu viennes à l'hôpital parce qu'on doit lui infliger les soins. Moi aussi, je dois partir, je dois aller retrouver mon travail. Première des choses, il manque d'abord, il dit à son petit frère, non, tu peux partir, je suis en route. Moi, je quitte, je me dis que non, je suis au courant, il me dit que non, on me dit de patienter. Quand le patron va arriver, quand il va rentrer, moi aussi, je reviens parce qu'on n'accepte pas 2 gardes malades par chambre. Je quitte, je me dis, ah, comme ils ne m'ont pas fait signe, peut-être il est à rentrer, je pars avec la nourriture. Ateba pleure, et la mère, je suis mort. Et la mère, je suis mort depuis le matin. Quand j'entre d'abord, on me dit, on se m'a demandé comment vous pouvez faire. On a infligé les soins du matin. Depuis là, il n'y a personne. Il faut acheter les ordonnances. Il y a une liste d'ordonnances alignées. Je dis que je sais que je dis que non, il a fait l'accident au lieu de travail. Je me dis, donc c'est le patron qui doit. Le patron n'a même pas encore mis pied. Même celui qui était son représentant n'avait pas encore mis pied. Je supplie les infirmiers avec les peu de sous que j'avais. On achète d'abord les premiers parce qu'il pleurait. C'est comme ça que le médecin donne aussi les calmements. La tante d'Ateba se résout à aller rencontrer le patron à son lieu de service. Peine perdue. Je pars à ma mission. Je n'avais jamais vu le patron de Yves. Celui qu'il appelle son collègue là, parce que c'est lui qui était celui qu'on a envoyé le représenter. Monsieur, il était 14 heures. Une personne qu'on doit infliger les soins parce que la tournée à l'hôpital, c'est 7 heures. De 7 à 14 heures, je lui dis que
je suis venu vous prendre, voilà les factures. Il dit que non, il a payé les soins Fabrice. Je dis Fabrice ne pouvait pas abandonner son frère. C'est toi qui as appelé Fabrice en disant à Fabrice que tu arrives. Tu n'es pas arrivé. Donc Fabrice est là-bas où il travaille. Il sait que tu es là-bas parce que c'est toi qui lui donnes la recommandation de son. Du moins, j'ai fait les bruits là-bas. Il dit ok, allons-y. Il part, on part. Quand on arrive, il achète, donc on donne peut-être un traitement, il doit prendre un traitement peut-être où il faut 3 produits. Il achète un produit. Il dit non, je reviens, l'argent ne suffit pas. Fuit, il fuit. Donc Ateba était abandonné à lui-même. Quand il faut peut-être acheter les médicaments, il faut faire la course à Makepe Misoke. C'est avec beaucoup de soubresauts et avec l'aide d'autres malades et même du personnel soignant que les soins se font au quotidien. Le patron est presque porté disparu. La première fois quand je suis là-bas en terrain, il a sorti 5 000. Depuis le jour-là, il n'est plus revenu. Il a encore revenu quand le pâté l'avait appelé que c'est comment l'enfant meurt, vous ne venez pas lui rendre visite. Et maintenant, il dit au pâté que non, j'ai envoyé son collègue qui vient donner l'argent de billets. Il dit que non, il n'a pas venu donner. Le pâté lui dit que non, il n'a pas venu donner. Donc c'est mon fils qui manque déjà. Même les comprimés qu'on me donnait, il manquait même les comprimés. C'était les matins, il y avait les malades. Les gens qui voyaient pitié de moi, c'est eux qui donnaient les comprimés pour me soigner. Quand il appelle le boss, il me dit qu'il ne lui dérange pas. Il ne lui dérange pas. Le directeur de l'hôpital, lui qui a sorti, comme il a sorti 20 000. C'est lui qui m'avait aidé à payer les remèdes. Le jour de la sortie de l'hôpital se pose l'épineux problème des factures à régler. Jusqu'au jour où il a fallu qu'il sorte de l'hôpital. Quand il sort de l'hôpital, il fallait qu'on paye même les factures. Ateba aujourd'hui est une charge pour nous. Une charge énorme. Parce que quand on dit une charge, donc on ne peut pas mesurer l'ampleur. Peut-être même énormément l'adjectif. Je ne sais pas s'il faut trouver un autre adjectif au superlatif qui est énorme. Mais Ateba est une charge pour nous.
vous voyez de quoi nous vivons. Quand elle s'en va au champ, nous sommes là à la maison avec lui. Je suis là à la maison. Je dis, même l'eau à boire, parfois, il dit, on est obligé de lui donner de l'eau à boire. Donc, c'est nous qui lui faisons tout. Tout. C'est même pour se laver. Cette famille, au bord du désespoir, C'est un reportage qui a été mené avec la plume de Xavier Fauca, qui nous disons merci pour ce chef-d'œuvre que vous avez suivi de bout en bout. Et avec nous sur ce plateau, nous avons nos experts qui vont apporter quelques éléments de réponse à toutes les questions que les téléspectateurs se posent, vous d'ailleurs, et même en même temps, nos invités qui sont passés sur ce plateau, puisqu'ils ont besoin de ces explications pour être orientés et à trouver des éléments de réponse aussi. Alors, Maître Michel Tuakou, Ndjomo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Flavien. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, avec une résidence professionnelle à Douala. Vous êtes avocat d'affaires, ancienneté premier serment 2008, second serment 2011. C'est bien ça. Voilà. Vous avez suivi le reportage et les témoignages. Est-ce que ça vous touche? Qu'est-ce que vous vous dites en tant qu'être humain? Oui, en tant qu'être humain, c'est pathétique de voir quelqu'un qui allait travailler et qu'au bout du compte, il a perdu l'usage d'un de ses membres. C'est pour un être bien constitué, il ne peut qu'être écœuré face à de telles situations. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes également avec Germain Aïna. Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est votre caméra, vous allez la regarder et vous adresser aux chers téléspectateurs. Vous êtes président de l'organe de gestion du Bureau national de la carte rose CEMAC Cameroun, vice-président de la Commission nationale d'arbitrage de la ZAC, l'Association des sociétés d'assurance du Cameroun. Il y a plusieurs autres casquettes que je refuse de prononcer ici, mais c'est quand même pour vous tout ça et en même temps, je vous ai vu couler une larme tout à l'heure. En effet, lorsqu'on voit des enfants déjà handicapés à cet âge, ça fait mal en tant que parent. Puisqu'on essaie d'envisager tout ce qu'ils vont subir comme difficulté pour se mettre vraiment à niveau, pour essayer de retrouver tous les sens après ces handicaps. C'est pour ça que ça fait mal à tout un chacun qui suit ce reportage. D'accord. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Docteur Joseph Djeboué, bonsoir. Bonsoir Fabien. Vous êtes médecin du travail, vous êtes président de la Société savante de santé au travail du Cameroun, membre du comité d'orientation de l'Observatoire national du travail, membre de la Commission internationale de santé au travail également, expert national en sécurité et santé au travail, consultant en sécurité et santé au travail pour le Bureau international du travail et bien d'autres structures. Tout ça, c'est toujours pour vous. Il y a d'autres? C'est bon. C'est bon. D'accord. Alors, vous êtes également avec nous sur ce plateau et vous avez suivi aussi ce reportage. Oui. Je pense qu'après avoir suivi un tel reportage, on ne peut avoir que de l'émotion et surtout de chacun. Parce que ce soit le premier cas, le cas de Fossi ou bien le cas de Ateba, c'est deux cas que l'on peut avoir au quotidien dans toute autre circonstance. Fossi, qui travaille avec son oncle et qui fait un accident. C'est chaque jour que les enfants travaillent avec leurs oncles pendant les vacances, que ce soit dans les plantations ou dans les usines. Donc, ce qui est arrivé à Fossi, il y a bien d'autres enfants aujourd'hui qui peuvent avoir la même chose. Et c'est pour cela que ça doit faire mal, parce que ce n'est pas un cas isolé. Que ce soit le cas de Ateba, c'est un menuisier. Ça touche encore parce que j'ai des antécédents de travail dans ce domaine-là. J'ai travaillé dans le domaine de la menuiserie, donc je suis encore plus touché. Et plus touché parce que ce qu'il a vécu, ce n'est pas exceptionnel. Il y a bien des cas.
Le travail dans l'économie informelle, c'est ça. C'est presque toutes les semaines qu'on peut compter au moins un cas d'accident dans ce secteur-là. Donc ça fait mal parce que ce qui lui est arrivé peut arriver à votre fils, peut arriver à votre cousin, peut arriver à votre voisin. Voilà. Donc, c'est tout le monde qui est concerné par l'accident de travail, il faut le rappeler. Surtout lorsqu'on est employé quelque part. C'est ça. Alors, vous qui êtes donc médecin du travail, avec vous, nous voulons davantage comprendre. Il y a bien entendu des préalables ou des critères pour être recruté dans une entreprise. Il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut respecter. Oui. S'agissant du recrutement, comme nous parlons actuellement des problèmes de santé au travail, d'accidents du travail et autres, je vais évoquer les aspects qui concernent la santé des travailleurs. Voilà. Donc le recrutement, une fois conclu par les gestionnaires des ressources humaines, de notre côté, il y a l'exigence de l'aptitude au travail. Donc les textes régissant la sécurité et santé au travail, notamment l'arrêté 039 dans son chapitre 4, qui parle de la surveillance du travail, de la santé des travailleurs, exige qu'à l'issue de la conclusion d'un travail, que le travailleur puisse passer une visite d'embauche. Cette visite pouvant se faire avant l'entrée en essai, tout comme elle peut se faire à la fin de l'essai. Donc, de toutes les façons, l'employeur, ou du moins les deux parties, ont l'obligation de se rassurer que le travailleur est apte au travail pour lequel il est recruté dans l'entreprise. Ceci est important, pas seulement pour le travailleur, pas seulement pour l'employeur, parce que le travailleur qui va être affecté à un poste peut être dangereux pour les autres travailleurs, parce qu'il peut arriver avec peut-être une maladie contagieuse. Il peut être aussi, le travail peut être dangereux pour lui parce qu'il peut porter une incapacité pour laquelle le travail peut constituer une aggravation de son état de santé. Donc, d'où l'importance de cette visite qui va permettre au travailleur déjà, c'est déjà très bénéfique pour lui. Je sais bien que lorsqu'un travailleur aujourd'hui a conclu son contrat, ce n'est pas généralement le plaisir pour lui d'aller chez le médecin du travail, parce qu'en ce moment, ce qu'il veut, c'est le travail, ce n'est pas la santé. Mais je dis, une visite d'embauche est toujours d'abord bénéfique pour le travailleur, parce que c'est au moins un moment qui lui est donné de pouvoir comprendre s'il a des déficiences ou bien si le travail peut constituer pour lui un danger pour sa santé. Donc voilà un peu les premières exigences, l'exigence capitale lorsque un contrat de travail est conclu. D'accord. Et lorsque vous avez fini de dire ça, on comprend que quand c'est respecté, ça peut marcher, mais ce n'est pas la raison qui peut amener un travailleur à ne pas connaître un accident de travail. On peut être en bonne santé, mais connaître un accident de travail. Germain Aina. Oui. Dans les deux cas qui nous interpellent, nous rendons compte que c'est un peu par abus de langage même que nous allons parler de cet accident de travail. Parce que si les conditions réunies qui viennent d'être évoquées par le docteur venaient à être mises en application, à ce moment-là, on pourrait valablement parler d'un accident de travail. Mais ici, nous sommes en présence du travail fait par des enfants, des mineurs. Le premier mineur, Monsieur Il y a Fossi, plusieurs, je voudrais dire, ce sont des cas que nous avons sélectionnés au PIF pour avoir, et qui étaient quand même des cas touchants. C'est exact. Qui sont des cas touchants. Oui. Il y a des adultes qui sont aussi... Oui, pour ce qui est des adultes, tout ce que le docteur vient de dire est exact. Mais ici, nous sommes en présence du travail fait par les mineurs. C'est ce que nous devons d'abord mettre en exergue. Pourquoi? Parce que quand on recrute des enfants, quand on les expose au risque, sans avoir pris des précautions suffisantes, c'est un peu se faire harakiri. Pourquoi? Parce qu'on ne respecte pas la réglementation. Monsieur Fossi a commencé le travail à 19 ans. Il était stagiaire. Et Monsieur Ateba a commencé le travail à 17 ans. Parce qu'au moment de l'accident, il a déjà 23 ans. Ce qui suppose que lorsque leurs employeurs, entre guillemets, les recrutent,
ils ne sont véritablement pas en règle vis-à-vis de l'administration de la CNPS, de l'administration du travail. Il y a violation flagrante des règles en matière de droit du travail. C'est ce que je voulais que nous comprenions dès le départ. Dès le départ, oui. Et lorsque c'est compris. Maintenant que nous avons des cas sous la main, maître, il y a aucun cas n'épouse les réalités évoquées par Dr Djeboué tout à l'heure, mais seulement on constate qu'il y a eu des accidents pendant l'action, je veux dire, pendant que ces jeunes travaillaient. Oui, Flavien, on parle d'accident de travail. Le micro. On parle d'accident de travail quand l'employé, quand le travailleur a été victime de cet accident, de son lieu de domicile principal ou accessoire au lieu du travail. Ça, je veux vous donner d'abord la définition de ce qu'on entend par accident de travail. Soit c'est entre son domicile et le lieu du travail, soit c'est quand il quitte le lieu du travail pour aller se restaurer ou à la cantine, soit lorsqu'il est mis en route pour aller travailler dans une autre localité à la charge de son employeur. Cette fois-là, il faut bien qu'il ait un ordre de mission. C'est dans ces cas-là qu'on peut parler d'accident de travail. Maintenant, je voudrais comprendre ce que vous vouliez dire à la suite de tout ce que je viens d'expliquer. Est-ce qu'il y a une autre question par rapport à ce que je viens d'expliquer? Oui, la question c'est, lorsqu'on a fini de dire, il y a eu 2 premières interventions et explications en même temps sur le plan du travail, et on comprend finalement que ce sont quand même des cas que nous avons. Est-ce que les entreprises ont respecté ou alors sont en règle? On a écouté les uns les autres tout à l'heure. Aucune entreprise n'est en règle pratiquement parce que ce sont des entreprises qui se déroulent dans le désordre total, l'anarchie totale. Il n'y a pas d'assurance. Ça, c'est ce qu'Ateba nous confirme, puisqu'il a travaillé durant 4 ans ou 5 ans dans cette entreprise, finalement. Justement, Flavien, les cas d'accident de travail sont en principe, selon la législation en vigueur chez nous, pris en charge par la CNPS. À ce moment-là, il faut bien que les employés soient affiliés à la CNPS, qu'ils aient un numéro de contribuable à la CNPS. Parce que l'employeur prélève une partie du salaire de l'employé dans ce cadre-là, pour prévoir des cas d'accident qui pourraient survenir. Maintenant, s'agissant du cas où ils ne sont pas affiliés, on peut plutôt poursuivre l'employeur au cas où on établit que l'employeur n'a pas respecté les règles de sécurité dans son entreprise. Et de santé au travail. Oui. Oui. Et ça vous concerne directement, docteur Djeboué? Oui, je pense que ceci donne un peu l'opportunité de revenir un peu sur la définition même de ce qu'on appelle accident du travail, mais après la définition, de passer un peu en revue les 2 cas. Parce que les 2 cas ne sont pas absolument similaires. Donc un accident de travail, un peu pour résumer, hein, c'est tout accident survenu sur les lieux de travail, quelle que soit sa cause, mais à condition que les 4 éléments ci-dessous soient respectés. Premier élément, que l'accident ait eu lieu sur le lieu de travail. Et en ce moment, le lieu de travail peut être considéré comme lieu de travail, non seulement le lieu où il est recruté pour travailler, mais tout autre endroit où il se trouve du fait de son travail ou par l'ordre de son employeur. Ça, c'est le premier critère, le lieu de travail. Le deuxième critère, le temps du travail. Il faut que l'accident ait eu lieu au temps de travail. Et il faut considérer comme temps de travail non seulement les 8 heures de travail par jour, mais les heures supplémentaires autorisées par l'employeur, ou alors même les heures de pause lorsqu'ils se font sur les lieux de travail ou sur un lieu habituel. Le troisième critère, c'est le fait accidentel. Il faut qu'il y ait eu un préjudice physique, c'est-à-dire un dommage lié à une cause extérieure qui a agi de façon brutale. Ça, c'est la définition classique de ce qu'on appelle un accident dans la Larousse. Non, Larousse, c'est-à-dire le fait accidentel. Donc il faut qu'il y ait une blessure quelque part et que cette blessure ait été provoquée par une cause extérieure. Je peux tomber, hein,
je peux avoir un coma et je tombe et je perds connaissance. Quand je perds connaissance du fait d'un coma, si je n'ai eu aucun choc extérieur, si c'est un accident vasculaire cérébral, il n'y a pas eu de cause extérieure. J'ai un dommage, mais il n'y a pas eu de cause extérieure, donc il n'y a pas de fait accidentel, par exemple. Et le quatrième élément, c'est le lien de causalité. Il faut que l'accident qui s'est passé sur le lieu de travail, aux heures de travail, ait un lien de causalité, c'est-à-dire une relation avec le travail effectué pour le compte de l'employeur. Voilà la définition d'un accident du travail. Maintenant, on peut rattacher à l'accident du travail ce qu'on appelle aussi les accidents de trajet, c'est-à-dire un accident survenu sur le chemin aller ou sur le chemin retour du travail. En gros, comme ça. Alors, après que l'on ait placé, revu cette définition de l'accident du travail, on peut se poser la question, les deux cas que nous venons de voir, est-ce que ce sont des accidents du travail? À ce sujet, il faut déjà rappeler que pour parler d'accident du travail, il faut qu'on ait affaire aux travailleurs. Si nous prenons le cas de Ateba, c'est quelqu'un qui travaille chez un employeur depuis 6 années. Donc, il est travailleur. Bon, il va se poser dans ce cas-là, comme il a dit, le fait qu'il ne soit pas inscrit à une assurance risque professionnel. Parce que l'assurance de la CNPS, c'est-à-dire l'assurance risque professionnel, donc qui couvre l'accident du travail, maladie professionnelle, cette assurance-là n'est valable que lorsque le travailleur est souscrit ou bien est inscrit à la CNPS. Donc maintenant, il n'a pas ça. Mais qu'est-ce que l'on doit faire? Est-ce que ça veut dire qu'il a perdu tous ses droits parce qu'il n'avait pas été inscrit à la CNPS et autres? Alors, il a des voies de recours. D'accord. Il peut aller à l'inspection du travail. Ça, c'est le premier niveau. Il peut même déclarer son accident à la CNPS, quitte à ce que la CNPS maintenant mette en valeur les recours, les moyens de recours vers son employeur pour pouvoir soulever le problème et rechercher les voies de redressement. Donc, la législation prévoit que, en cas d'accident du travail, l'employeur peut déclarer. Mais aussi que, si l'employeur n'a pas déclaré, le travailleur lui-même peut déclarer. Donc, partant de ce fait-là, le patient, ou du moins la victime, peut déclarer son accident. Je sais qu'il n'est pas assuré, mais je recommande qu'il aille déclarer, et la déclaration à la CNPS va déclencher un processus d'enquête qui pourrait aboutir à aider sur le processus. Il y a aussi la voie de l'inspection du travail qui pourra permettre que les deux arrivent quand même à une conciliation, et c'est en cas d'absence de conciliation totale que le problème peut être rendu vers les tribunaux. Donc, la voie n'est pas fermée pour Ateba. Ateba peut aller vers l'inspection du travail et il va se mettre en place un processus de négociation avec son employeur. Ça peut aboutir à une bonne solution qui va permettre qu'il soit indemnisé, ou du moins, il ne va pas regagner ses bras, c'est déjà perdu. Et c'est ça qui fait le chagrin actuellement. Mais, au moins, ça peut aider, du moins, à recouvrer un certain nombre de problèmes sociaux. D'accord. Je rappelle que ça faisait partie du sujet à l'ordre du jour du congrès que vous venez d'organiser, vous, les médecins du travail, et ça a permis au grand public de plusieurs bonnes sources en même temps. Mais il y a un second cas, puisqu'il a expliqué le cas d'Ateba. Le second cas, c'est le cas de Cyril, qui est allé en vacances et passé des moments dans cette entreprise, l'entreprise de son oncle, qui est d'ailleurs un patron de l'entreprise en question. Mais on devrait souscrire à une police d'assurance avant de commencer ce stage ou ce travail qu'il a engagé. Lorsqu'une entreprise n'est pas immatriculée à la CNPS, il est vraiment difficile qu'elle pense à souscrire d'autres contrats de travail, d'autres contrats d'assurance dont les travailleurs seraient bénéficiaires. Au niveau des assurances, nous proposons un éventail de contrats d'assurance pour pouvoir compléter éventuellement les indemnités qu'on pourrait servir aux victimes, aux travailleurs accidentés après la consolidation. Mais dans le cas d'espèce, nous nous rendons compte que
aucune des deux entreprises n'était immatriculée. Et il existe, selon les dires de ces victimes, de ces victimes qui ont essayé en vain d'entrer en contact avec les promoteurs de l'entreprise. Et de la même manière, ces intéressés ne nous apportent pas la preuve qu'il existait un quelconque contrat d'assurance complémentaire. Généralement, nous avons des assurances, les individuels accidents, qui sont des assurances des capitaux, qui permettent, qui prévoient quelques chefs de préjudice. On peut dire, en cas d'accident, on pourra payer le taux de décès, on pourra payer le taux d'invalidité, on pourra payer les frais médicaux en montant forfaitairement arrêté. Alors, dans aucun des cas, on ne nous fait état d'un contrat pareil. Ce qui suppose que nous n'avons véritablement pas une possibilité de recourir à une indemnité autre que celle qui pourrait nous venir de la CNPS, où la démarche vient d'être proposée par Dr Dioboué. Mais il y a quand même le fait que ce sont des victimes aujourd'hui. Il y a eu accident pendant ou alors au sein de l'entreprise, quelles que soient les circonstances, je veux dire l'état de l'entreprise même. Mais alors, la prise en charge revient quand même à qui? Aux parents ou alors au patron de l'entreprise? La prise en charge devrait revenir au patron de l'entreprise, uniquement. Parce qu'il n'a pas satisfait à l'obligation de s'affilier à la CNPS. Parce que toute entreprise doit être immatriculée à la CNPS. Et toute entreprise responsable doit pouvoir souscrire d'autres contrats pour compléter la couverture des risques du personnel qui est exposé au risque. Oui. Alors, maître, en attendant de vérifier si l'entreprise a tout ce qu'il faut comme paperasse, il y a déjà un accident. On n'aura pas le temps d'aller vérifier tout ça, mais il faut déjà prendre la victime en charge. Est-ce qu'on devrait laisser la charge aux parents ou alors c'est le patron qui s'occupe de la victime à l'instant? Oui, Flavien, dans des cas où l'employeur est en règle par rapport à la CNPS, l'employeur est jusque-là tenu de faire les premiers soins. Quand il a fait ses soins, après 3 jours, il doit établir un certificat médical pour attester de l'état de santé de la victime. Si d'aventure, après les 3 jours, il ne s'est pas toujours établi, il ne s'est pas toujours consolidé, il doit référer à un hôpital de la place pour la suite, pour que la personne soit prise en charge. Ça, c'est des cas normaux où l'employeur est affilié à la CNPS. Et à l'occasion, la victime a droit à une indemnité temporaire au début, et après, si ça persiste, il aura une indemnité, une rente permanente, si la consultation tarde à venir. Alors, j'insiste sur cette question, Dr Dioboué. Le patient est là parce qu'on vérifie les documents tout de suite, c'est après l'accident, après tout ce qui s'est passé. C'est là où on commence à se poser des questions. Est-ce que l'entreprise est en règle? Est-ce que parce que tant qu'il n'y a pas d'accident, on peut encore évoluer dans l'anonymat. Je pense qu'on est en train de vouloir parler de gros français sur les choses que nous vivons au quotidien. Voilà. Nous avons ici à faire face aux problèmes du travail dans l'économie informelle au Cameroun, comme dans les autres pays africains. Plus de 60% de la population active aujourd'hui sont dans le secteur informel. Et c'est la vie du travailleur du secteur informel que nous sommes en train de gérer aujourd'hui. Oui, oui. Dans le cas de Fossi, c'est le travail familial. Vous êtes en train de parler de la relation emploi et autres. C'est un enfant qui allait travailler chez son oncle. C'est un travail familial. Il n'y a aucun contrat de travail. Mais aujourd'hui... Et c'est un élève. Oui. Et c'est un élève qui allait travailler chez son frère ou bien chez son oncle. Donc, j'ai de la peine à prendre ça comme un contrat de travail, à parler d'accident du travail. C'est bien différent de l'autre cas. Maintenant, la prise en charge.
voulez parler de la prise en charge, que ce soit travail familial, que ce soit travail formel, de toutes les façons, quand un individu est en état de détresse, on a droit, ou bien il a le droit d'avoir un traitement, il a le droit d'avoir une prise en charge. Et maintenant, que la prise en charge soit familiale, que la prise en charge soit faite par l'employeur, il faut que ce soit fait le plus tôt possible pour pouvoir l'aider à garantir ou bien pour pouvoir aider à recouvrer ou du moins à réduire les conséquences, les complications. Donc ça c'est le cas de Fossi. Donc je dis bien, c'est un élève qui pendant les vacances se retrouve chez son oncle. Il aurait dû avoir le même accident dans la plantation de son père. Et tout ça, c'est le travail informel. Ok. Oui. Le cas de l'autre, c'est un travailleur. C'était dans la plantation, vraiment, je veux bien que ce soit davantage compris. Oui. Si c'était dans la plantation de son père, on ne serait certainement pas en train de venir à regard social pour dire, bon, ok, on travaillait chez quelqu'un et après c'est arrivé. Ici, c'est quelqu'un qui a au moins une entreprise. Il est allé, je pense que vous le maîtrisez d'ailleurs mieux que moi, lorsqu'on va... que ce soit un stage qu'on va passer, voilà. On devrait souscrire à une police d'assurance. Voilà. Justement, le cas de Fossi va poser le problème de couverture des élèves pendant leur stage. Parce que ce cas s'apparente à quelqu'un ou bien à un élève qui va faire le stage dans une entreprise. Or, dans ce cas-là, ça nous permet de soulever la problématique de l'assurance maladie, de l'assurance des élèves. Je pense que le ministère de l'enseignement secondaire, ça c'est à vérifier, dispose d'une assurance qui couvre les travailleurs, qui couvre les élèves. Et je pense que le ministère de l'enseignement supérieur aussi doit disposer d'une assurance, c'est-à-dire qui devrait couvrir les élèves en cas de stage. Bon, si ce n'est pas le cas, il y a déjà que lorsque vous allez faire le stage dans une entreprise, ici, il faut préciser que c'est un stage de vacances. Oui. Il revient à l'entreprise de vous exiger, ou du moins de vous aider à avoir au moins une police d'assurance, ce qu'ils appellent, les assureurs appellent l'assurance individuelle accident, au moins pour la période de 2 mois ou bien de 3 mois pendant laquelle vous allez faire le stage, d'être couvert par un individuel accident, de sorte que s'il y a accident, vous pouvez avoir une prise en charge, un capital pour la prise en charge et maintenant avoir un autre capital pour la réparation des préjudices en termes d'incapacité permanente. Donc voilà un peu comment est-ce que les problèmes d'assurance ou bien de prise en charge des stagiaires peuvent être organisés. C'est-à-dire assurance individuelle accident pour ceux qui n'ont pas une couverture d'assurance formelle pendant leur stage. C'est à ce niveau, puisqu'il n'y a pas eu cette assurance au moment où il fallait commencer le stage de vacances, il est perdant sur toute la ligne? Il est véritablement perdant sur toute la ligne. Pourquoi? Parce que aucun assureur ne peut lui payer un capital sans contrat d'assurance à la base. Donc il n'y a rien à faire. De ce côté-là, on dirait tout simplement que s'il s'agissait d'un dossier sinistre, on dirait que c'est un dossier sinistre à rejeter pour absence de garantie, tout simplement. Oui. Donc il n'y a rien à faire pour lui. Maintenant qu'il est, ce n'est plus anodin, je vais dire sa maman, qui s'occupe de lui, n'est plus anodin de s'entêter avec la famille, aujourd'hui carrément responsable, elle seule, de cet enfant. Il n'y a que le coup de cœur, véritablement, que nous pouvons organiser. C'est la raison d'être de cette émission que vous avez si bien créée, qui permet à toutes les populations qui se sentent véritablement concernées, qui sont émues par ces faits, par les circonstances de cet accident, que pour que ces populations puissent faire quelque chose. Maître, son oncle, qui s'avère en même temps le patron de l'entreprise, qui a carrément tourné le dos à cet enfant, on peut quand même négocier pour qu'il revienne et qu'il le prenne en charge. Il a besoin d'une opération chirurgicale. Oui, Flavien, le docteur a émis l'idée de saisir la CNPS. Laquelle CNPS peut mener ces investigations au sein de l'entreprise pour savoir s'il travaille effectivement là-bas et procéder à un redressement pour celui qui n'a jamais affilié les gens
ainsi de suite. Et à l'occasion, une solution peut être trouvée. Comme a si bien dit le docteur tout à l'heure. Docteur Djogwe, vous l'avez déjà annoncé, on le sait, pour ce qui est de Ateba, il y a des démarches qu'il faut entreprendre. Parce qu'aujourd'hui, même s'il n'a qu'une seule main pour travailler, il y a des démarches auprès soit de l'avocat, soit de la CNPS pour comprendre si il est possible pour lui d'être indemnisé. Ok. Je voudrais que vous permettiez de dire quelque chose sur le cas de Fossi avant de revenir rapidement. Oui, je pense que tout ce que nous avions dit avant ne devrait pas dédouaner son oncle qui, dans le cas d'espèce, est considéré comme employeur. Parce que c'est son devoir. Il a le devoir, lorsqu'il a ouvert une entreprise, de prendre toutes les dispositions pour protéger la vie et la santé de ceux qui travaillent dans son entreprise, que ce soit ses enfants, que ce soit ses cousins ou autres. Donc, il est clair que c'est sa responsabilité et que normalement, il devrait répondre de ses responsabilités, c'est-à-dire prendre en charge, que ce soit dans le cadre familial ou dans le cadre juridique. Bon, maintenant, il peut être limité par ses moyens. Apparemment, c'est ce qui se passe, mais il devait au moins participer à tout ce qui se fait. Et maintenant, comme disait le collègue, on peut faire appel au coup de cœur pour pouvoir appuyer, ainsi de suite. Maintenant, revenons au cas de Ateba. Nous avons dit tout à l'heure que la première voie de recours, c'est l'inspection du travail. Avec l'inspection du travail, va se mettre en place un processus de négociation entre les deux parties. Une autre voie de recours, c'est qu'il a le droit de déclarer son accident au niveau de la CNPS. Et maintenant, si son employeur ne l'a jamais déclaré à la CNPS, c'est en ce moment que la CNPS va entamer les procédures en matière de non-déclaration des travailleurs. Il y a une période quand même, une marge à respecter, 3 ans par là. Pour la déclaration de l'accident, il peut le faire jusqu'à 3 ans. La victime a 3 années pour déclarer son accident. Apparemment, son accident, c'était au mois de mai. Donc, il a tout le temps pour pouvoir déclarer son accident. Maintenant, s'agissant de ce cas-là, je pense qu'il y a une opportunité d'éduquer aussi. Parce qu'aujourd'hui, il a eu cet accident pendant qu'il travaillait avec quelqu'un, avec un employeur qui ne l'a pas déclaré. Et j'ai dit tout à l'heure, ce n'est qu'un cas isolé, mais il y en a plusieurs. Et c'est le lieu de parler aussi de l'assurance volontaire qui est mise en place depuis 2014. Depuis 2014, un individu qui travaille dans le secteur informel peut décider soi-même d'aller souscrire une assurance professionnelle au niveau de la caisse, de sorte que s'il est victime d'un accident dans ses activités, il peut être couvert, même sa pension, même ses pensions. Donc il y a cette opportunité-là déjà, un benskigneur, c'est-à-dire un mototaximan, ou bien une vendeuse de beignets, une ménagère, ou bien une dame qui fait du travail de ménage. Tout ce qui évolue dans le secteur informel peuvent, de leur propre gré, aller souscrire une assurance volontaire. Ça, c'est déjà un message important que l'on doit passer. Maintenant, pour ceux qui sont sous un contrat de travail, le réel problème qui se pose ici, c'est effectivement le problème de l'extension de la protection sociale dans l'économie informelle. Aujourd'hui, on veut que tous ces travailleurs du secteur informel aient une couverture médicale. C'est possible. C'est possible, mais ça doit être non seulement une volonté politique, nationale, mais aussi une volonté individuelle et une volonté employable. C'est-à-dire, individuellement, les gens doivent pouvoir comprendre les besoins même d'avoir une couverture pour eux-mêmes, c'est-à-dire la nécessité d'être couverts. Les employeurs doivent comprendre l'intérêt de cette couverture-là parce que l'accident d'Ateba aujourd'hui peut faire fermer l'entreprise, peut faire fermer cette menuiserie. S'il faut indemniser ce monsieur qui est en incapacité totale aujourd'hui, ça peut fermer sa menuiserie. Que ce soit aussi l'accident de l'autre, ça ferme son entreprise. Donc là, alors que ces personnes auraient dû être déclarées à la CNPS, que la CNPS prendrait le relais de la prise en charge de l'accident et même de l'indemnisation des incapacités qui vont s'en suivre. Donc, que les employeurs du secteur informel puissent comprendre que
l'extension ou du moins la couverture médicale, hein, la protection sociale, hein, l'inscription à la CNPS, et tout au plus et tout d'abord à leur avantage, parce que c'est un moyen de protéger leur investissement. Et les travailleurs aussi doivent comprendre l'intérêt de ça. Et maintenant, le pouvoir politique et nous-mêmes aussi, en tant que médecins et les sociétés savantes des médecins, nous avons l'obligation d'accompagner ce secteur-là pour pouvoir comprendre les nécessités de la couverture. Vous aussi, en tant que journaliste, à travers la communication sociale sur les problèmes des risques professionnels. Donc, la prise en compte de ces affaires ou bien de ces problèmes d'accident au niveau du secteur informel interpelle tout le monde aujourd'hui du fait de son importance dans notre pays. D'accord. Alors, maître, je veux comprendre une chose. Je m'intéresse davantage au cas de Ateba, qui dit chaque fois qu'il est allé ou qu'il est allé vers son patron, ce patron-là lui a proféré plutôt des menaces. Est-ce qu'on devrait arriver à ce niveau où on devrait mettre en place un processus de dialogue, quoi? Oui, Flavien, quand on est humain, on ne devrait pas repousser quelqu'un qui était victime dans ces conditions-là. Par moment, il y en a qui repoussent parce que ils sont à court de moyens, ils n'ont pas d'argent. Mais il y en a qui le font parce qu'ils sont vraiment inhumains. Pour ceux-là, si on peut établir qu'il n'a pas respecté les conditions de sécurité dans son entreprise, on peut bien initier des procédures contre lui pour faire indemniser la victime. Et la victime dit, son patron lui dit qu'il est entouré d'avocats, donc s'il veut qu'il aille à Yaoundé. Des cas comme ceux-là, nous faisons aussi dans l'humanisme. S'il vient vers nous et qu'il y a des possibilités d'engager quelque procédure que ce soit, nous ne manquerons pas de le faire. Ce n'est pas parce qu'il a dit qu'il a des avocats, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire que j'ai des avocats, ça ne veut rien dire. Tout le monde a droit à la justice. Le plus petit comme le plus grand. La veuve et l'orphelin, ils ont droit à la justice. C'est bien ça. D'accord. Alors, vous êtes là pour ça. Vous allez nous dire ce que vous aurez à faire pour ces deux cas, ou peut-être un des cas. Germain Aïnda, être assuré est-il nécessaire? C'est essentiellement nécessaire d'être assuré. La preuve, si nos amis avaient été assurés, soit par eux-mêmes, soit par leur employeur, ce sont les assureurs qui prendraient en charge rapidement ces sinistres. Parce que c'est leur travail, c'est leur rôle, dès lors qu'ils ont touché la prime, dès lors qu'ils ont perçu la prime payée par les intéressés. Donc, c'est une interpellation pour le grand public, pour les employeurs, pour les travailleurs, d'avoir des contrats d'assurance pour se couvrir contre tous les risques d'accident qui pourraient survenir. Alors, pour les employeurs qui n'aiment pas s'assurer, il faut qu'ils sachent que c'est une source de protection, 1, de leur patrimoine, 2, de leur activité, 3, du personnel même qu'ils emploient, et puis c'est un moyen de sécurité sociale. C'est-à-dire, c'est un moyen de sécurité sociale qui est parallèle à la sécurité qu'offre la CNPS. Donc, c'est véritablement une nécessité. Puisqu'en matière... Et en même temps, on peut penser que, ou alors selon certains témoignages, les assureurs ne respectent pas beaucoup leurs paroles. Au contraire, c'est quand on ne connaît pas les assureurs qu'on peut penser qu'ils ne respectent pas leurs engagements. Je vais tout simplement vous prendre à titre d'exemple que chaque compagnie d'assurance a dans son sein une direction de sinistre ou une direction de prestations. C'est-à-dire le personnel qui, au quotidien, règle les sinistres, c'est-à-dire paye les indemnités après avoir instruit régulièrement les dossiers. Nous sommes tout simplement mal servis par le travail que nous faisons, parce que nous payons des indemnités et le personnel, le public n'aime pas déclarer ses revenus. Dès lors que quelqu'un a perçu ses indemnités, il n'en fait plus cas. Mais au moment de l'accident, tout le monde est au courant. Tout le monde sait qu'un dossier a été introduit.
Mais au moment de paiement de l'indemnité, on traite plutôt les assureurs de voleurs. C'est un peu cela. Nous le comprenons bien. Parce qu'une fois que quelqu'un a perçu une indemnité, s'il va crier partout, s'il va déclarer partout qu'il a reçu de l'argent, véritablement, il ne pourra pas passer un doux sommeil. Parce qu'il aura des réclamations venant de toutes parts. Et je veux vous dire qu'annuellement, les assureurs, en 2018, ont payé plus de 58 milliards de francs aux bénéficiaires, aux victimes des accidents de la circulation, aux différents prestataires. Des petites victimes ou des grandes victimes? Parce qu'on voit bien qu'il y a je ceux qui continuent de... Je vous parle de toutes les victimes. Nous ne faisons pas de distinction dans le traitement des dossiers. Parfois, toutes les victimes sont prises en charge. Il faut vous bousculer un peu pour que ça marche, très souvent. C'est l'impression qu'on a. Mais je vous dis, dès lors que vous avez un dossier sinistre, si vous l'avez quelque part, venez, allez rencontrer votre assureur et vous verrez dans quel délai vous serez indemnisé. Alors, maître, vous êtes habitué des litiges et autres qui surviennent généralement lorsque l'assureur n'a pas respecté son délai, ses paroles, son engagement. Les gens viennent vous voir, vous êtes un avocat, c'est pour aller bousculer un peu l'assureur. Oui, Flavien, ce que vient de dire l'assureur, il y a de bons assureurs, il y a de mauvais assureurs. La preuve, et je le dis sous son contrôle, il y a des assureurs à qui on a retiré l'agrément. Je ne peux pas citer les noms ici. Parce qu'ils n'ont pas indemnisé les gens à temps. En tout cas, le Code CIMA a prévu des délais dans lesquels ils doivent faire même des offres de transaction. S'ils ne le font pas dans ces délais-là, les intérêts vont courir. Les intérêts vont courir à partir du moment où on leur a écrit pour réclamer cette transaction. Je le parle sous son contrôle. Et s'agissant des procédures, lorsqu'un incident survient, très souvent, la procédure suit son cours au tribunal. Et parallèlement à ça, nous écrivons à l'assureur pour leur demander de nous faire l'offre que prévoit la loi. Si dans l'intervalle, ils n'ont rien fait, la décision de condamnation peut tomber et à l'occasion, nous allons exécuter, les forcer à payer à travers la décision de justice qui est devenue définitive. Donc c'est un peu comme ça que nous travaillons avec des assureurs. Est-ce qu'on devrait arriver mais très souvent, beaucoup payent avant que la décision n'arrive. Je voudrais tout simplement dire que depuis l'avènement du Code CIMA, il y a ce qu'on appelle le préalable de la transaction. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a un accident, les victimes doivent tout simplement aller vers les assureurs. Ils constituent leur dossier qu'ils présentent et le dossier est instruit dans les délais. Mais les retards dont vous parlez ne sont pas toujours imputables à l'assureur. Parce qu'on dit qu'il paye parfois tard, c'est lorsque la procédure est déjà devenue contentieuse qu'on paye. Non, ce n'est pas ça. Il y a beaucoup de retards qui sont imputables aux victimes même. Parce que dans la chaîne d'indemnisation, il y a beaucoup d'intervenants. Parmi ces intervenants, prenons l'exemple d'un accident de la circulation qui survient sur l'axe Douala-Yaoundé. Alors, il y a le policier ou le gendarme qui doit faire le constat. Il y a le médecin, plus tard, qui devra intervenir après consolidation. Il y a les pièces même que la victime devra donc nous apporter, les justificatifs des frais médicaux exposés, et puis le certificat médical initial ou final. C'est à ce moment-là, tout simplement, que l'intéressé peut aller vers l'assureur pour solliciter l'indemnisation. Or, pour obtenir ces pièces, ce n'est pas toujours facile pour ces intéressés. Et nous devons attendre la consolidation. Le médecin est là pour dire à quel moment cette consolidation peut intervenir. Tout dépend des lésions corporelles que l'intéressé aura subies.
Est-ce qu'on ne complique pas tout ça pour essouffler les victimes, par exemple? Non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce que si nous n'avons pas la consolidation de certificat médical final pour les blessés directs, comment est-ce qu'on pourrait la soumettre à une expertise médicale? On ne va pas la soumettre. On va tout simplement continuer à payer les frais médicaux que l'intéressé va présenter. Et au lendemain même de la survenance du sinistre, nous avons l'habitude de délivrer des bons de prise en charge. Nous déposons ça auprès des hôpitaux. Et c'est par là que commence la procédure d'indemnisation. Donc, contrairement à ce que vous pensez, les assureurs font tout le travail nécessaire. C'est plutôt le grand public qui n'est pas souvent au fait de l'information. Peut-être vous ne communiquez pas beaucoup aussi. Et vous avez eu l'occasion ce soir, merci, c'est une bonne chose. Opportunité. Voilà. Et là, je parlais des cas des blessés. Maintenant, la situation est plus compliquée lorsqu'il s'agit des cas de décès. Puisque là, il faut, lorsqu'il s'agit d'un décès d'un majeur, il faut le PV de conseil de famille, il faut le jugement d'hérédité, devenu définitif et autres. Donc, toute cette paperasse, pour l'obtenir, ça émane, ça doit venir de la famille, des ayants droit. Or, ce ne sont pas les assureurs qui vont produire ces pièces pour les ayants droit. Donc voilà à peu près comment ce qui est à l'origine de quelques retards qu'on semble décrier. Docteur Djeboué. Oui, Fabien. Vous avez voulu parler pendant qu'il avait la parole aussi? Non, j'ai plutôt peur que nous ne parlons plus de choses et que nous oublions de parler on va arriver sur la situation de ces deux enfants, Justement, nous allons qui pour ma part doit garder quand même un fil d'espoir, parce que tout n'est pas fini. Si nous prenons le cas de Fossi, il a besoin aujourd'hui de faire une cure, dans une uroplastie, c'est-à-dire une réparation de son urètre, pour qu'il puisse pouvoir rétablir la voie urinaire normale. Il a besoin de ça. C'est possible. C'est possible. Donc je voulais surtout insister sur le fait qu'il ne faut pas crier au désespoir. Il y a encore un fil d'espoir pour lui. On peut rétablir ses voies urinaires par une intervention. On peut aussi, et maintenant après le rétablissement, on gardera le temps pour voir si sa fertilité va reprendre. On ne peut pas juger de ça aujourd'hui. C'est d'ailleurs l'inquiétude de sa maman. Oui, c'est l'inquiétude de la maman, mais on ne peut pas tirer les conclusions aujourd'hui. On peut garder de l'espoir que quelque chose soit resté là. Mais ce qu'il a fait déjà, et qui peut déjà être un espoir pour lui, c'est le rétablissement d'une voie urinaire normale. Deuxième chose, il peut avoir une prothèse du membre inférieur, du membre qui est coupé. On peut mettre une prothèse et les deux peuvent lui permettre de reprendre une vie scolaire. Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il était élève. Donc il a arrêté l'école. Il peut continuer sa vie scolaire si on arrive à aider à ce que cette intervention soit faite et à ce qu'il ait une prothèse. Donc d'où je voulais vraiment insister sur ça pour l'autre. D'accord. Vous ouvrez la porte justement parce qu'on est entré dans les propositions pour que chacun, je voudrais dire les deux cas de ce soir, soient situés sur le sort qui est réservé à tout un chacun. Et on reste justement avec vous parce que après avoir parlé de cet appareil, son opération, puisqu'il lui faut cette opération pour pouvoir être rétabli dans sa vie d'homme, ça concerne justement cette partie du corps importante aussi. Alors, à côté de sa jambe qui est amputée, il a subi cet accident. Est-ce que sur le plan de cet accident, il n'a pas d'espoir également? Par rapport à l'indemnisation, c'est ça? Par exemple. Alors, nous avons parlé, le cas de Fossi. Nous avons dit tout à l'heure, il a été victime d'un accident dans le travail familial. Okay. Je ne sais pas, son oncle va l'indemniser peut-être. Parce qu'il n'est pas assuré à la CNPS, il était élève. Bon, son oncle l'a employé dans le cadre familial. Donc, ils vont certainement gérer ça sur le plan familial. Je pense que ce qui est important pour nous, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut lui donner comme espoir pour qu'il puisse retrouver une vie d'abord et une vie scolaire parce qu'il était élève. Voilà. Il veut retourner à l'école. Puisque vous avez la parole, on sort par vous également pour dire, pour le cas de Ateba,
lui, il a espoir parce qu'il devra engager une démarche. Oui, oui. Il a espoir parce qu'une démarche peut être engagée dans le cadre professionnel. Il a aussi espoir parce que, ayant perdu la main dominante, en fait, les doigts de la main dominante, c'est vrai que le taux d'incapacité permanente est très élevé, mais il faut qu'on garde aussi espoir qu'il y a des centres de rééducation. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut plus rien faire dans sa carrière. Il y a des centres de rééducation où, ayant perdu ça, on peut lui apprendre à faire un autre travail. Ce ne sera plus la menuiserie, je pense bien, mais il peut apprendre à faire un autre travail avec la main gauche et pouvoir faire quelque chose. Il faut penser à ces centres de rééducation, notamment le centre de Toukébé à Yaoundé. Il y a d'autres centres comme ça au niveau national, sur le plan caritatif. Merci. Donc ce sont ces voies-là qu'il faut chercher pour lui, parallèlement avec la voie d'indemnisation qu'il va certainement entamer dans le processus du conflit social. D'accord, merci. Vous avez suivi, Nathalie, il y a des possibilités. Donc, vous allez certainement rencontrer ces médecins, le médecin, bien entendu, l'avocat, ainsi que l'assureur qui sont avec nous sur ce plateau. Ça y est, nous sortons. Une proposition possible pour ces enfants, vous aurez à leur venir en aide? Non, pour M. Fossi, je pense que son oncle n'est pas solvable et qu'il ne faut pas beaucoup compter sur lui pour obtenir des moyens suffisants pour ses soins. Je pense que ce qu'il y a de mieux à faire, c'est vraiment ce cri de cœur que les intéressés ont lancé. Et nous qui sommes sensibles, qui pouvons être sensibles à ce cri, vraiment, ce n'est que sur nous que cette famille compte le plus. Et s'agissant de M. Ateba, bien évidemment, on va engager cette procédure contentieuse. Mais elle aussi, pour qu'elle aboutisse, ce n'est pas du jour au lendemain. C'est toujours les moyens qui font défaut. Il faut toujours compter sur la manifestation des âmes de bonne volonté pour pouvoir subvenir assez rapidement à leurs besoins. D'accord. Alors, maître, nous sortons de cette phase, cette étape de l'émission. Oui, Flavien. Qu'est-ce qu'on devrait retenir? Proposition importante. À la suite de l'assureur, je pense que on devrait avoir un élan de cœur pour ces enfants qui sont victimes. Moi, personnellement, avant de sortir d'ici, je ferai un geste dans ce sens. Pour le reste, s'il y a quelque chose à faire sur le plan juridique, vous avez mon contact. Au moment venu, on verra ce qu'on peut faire. D'accord. Merci. Docteur Djeboué, nous sortons de l'émission. Je veux dire, cette avant-dernière étape. Oui, je pense que devant chaque situation, il faut toujours savoir tirer des leçons pour pouvoir donner l'espoir à d'autres personnes. Nous avons, comme on a dit tout à l'heure, nous avons eu affaire dans ces deux cas des accidents du travail dans le secteur de l'économie informelle. Aujourd'hui, quelles leçons il faut tirer par rapport à ces deux enfants et par rapport à d'autres personnes qui travaillent dans les mêmes conditions? Il ne faut pas attendre à voir l'accident pour pleurer. Le législateur a prévu que toute personne qui initie un travail, toute personne qui entreprend, donc qui crée une entreprise, a le devoir de prendre des dispositions pour protéger la vie de tous ceux qui travaillent avec lui. Alors, donc c'est le lieu d'interpeller les différents, nos amis, nos parents, nos frères qui entreprennent, que ce soit au niveau familial ou que ce soit au niveau informel. Il faut que l'on ait en esprit que nous devions agir en amont. On doit agir en amont pour éviter que les accidents ne surviennent. Cela est possible. Cela est possible parce que si dans cette menuiserie, l'employeur avait pris des dispositions pour faire apprendre à ses travailleurs les méthodes de travail, la sensibilisation sur les méthodes de travail, fut-il un peu sûr, peut-être, voilà.
Merci à vous, chers messieurs, chers panélistes, merci d'être venus. Et la leçon est tirée de toute façon. Chacun a compris, a pu puiser à bonne source ce soir, puisque ce programme se voulait également pédagogique. Et vous avez reçu quelques notions importantes. Vous aurez l'occasion de pouvoir régler désormais vos montres pour éviter d'être en retard, que ce soit sur le plan du travail ou encore sur des différentes activités. Nous allons marquer l'avant-dernière pause, c'est-à-dire celle de vous proposer des cas qui sont déjà passés sur ces antennes et qui nécessitent davantage de moyens pour être pris en charge. Vous aurez le cas de Norine et bien d'autres cas également, mais je vous propose de suivre ce reportage qui vous permettra également de comprendre la situation de Norine, dans quel état elle se trouve et qu'est-ce qu'il faut pour sa prise en charge. Sous le ciel plein de nuages, le village Malangé, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Le calme apparent observé ici cache mal la souffrance des habitants de cette localité. Ça, c'est la maladie ou c'est quoi? Il me dit que maman jolie, moi-même, je ne sais pas. Jusqu'aujourd'hui, le ventre ne fait que pousser, ça ne fait que pousser. Deux fois même, la mort arrive. Nous tous, on commence à pleurer. Après, elle revient encore vraiment. Au début de la grossesse que traîne cette jeune dame, c'était la joie dans la famille. Certaines ont même souhaité que le nouveau-né porte leur nom.
Mais hélas, c'est ma belle-nièce, papa. Nous-mêmes, nous sommes dépassés avec elle. Depuis des années, elle est une enfant qui était serviable. Mais depuis, nous, on voyait seulement le ventre pousser devant, pousser devant. On se posait les questions, on lui demande, Ono, c'est comment? Elle me dit que, je dis, Ono, ouais, tu vas accoucher mon bonbon. Elle me dit que, maman, ce n'est pas la grossesse. Je dis que tu dis que ce n'est pas la grossesse. Pourquoi le ventre la pousse? Elle me dit que, maman, je te dis que c'est la maladie. Je te jure, ciel, maman, c'est la maladie. C'est là où ça a commencé, nous-mêmes, ça a commencé à nous dépasser les hôpitaux. On a même cherché sa pauvre maman qui est aussi malade là-bas. Ça nous a dépassé. Je la titillais même, je lui disais que, mais ma soeur, tu vas accoucher quand? Si c'est un garçon, on va donner peut-être le nom de Alan. Donc voilà, après, le temps passait, on ne voyait rien, le ventre ne faisait qu'enfler. Le corps aussi, ses pieds, tout ça là, c'est là où on s'est rendu compte que c'était vraiment un problème grave. Ngopigla Honorine, qui attire toutes les attentions dans son village, se souvient du début de la grossesse d'un autre genre qu'elle porte depuis des années. Au début, j'étais très contente de voir mon ventre. Je vivais avec mon petit ami. Après, vers les 3 mois, là, je pars à l'hôpital pour faire la visite prénatale. C'est là où je constate que je ne suis pas enceinte. Bon, je rentre à la maison pour lui dire la nouvelle. Il n'était pas fier du tout. Bon, il est sorti d'un de ces 4 matins. Bon, en me laissant l'argent, il n'est plus revenu. Moi, alors, j'ai changé de l'hôpital. Je pars encore dans d'autres hôpitaux. On me dit que je ne suis pas enceinte. Parce que lui aussi, il était fier, il attendait un enfant. Voilà, l'enfant n'est pas là. Et lui aussi, Honorine est déjà grosse, elle est déjà grosse. Un jour, c'est comme ça que je vais au marché, j'achète certaines petites choses. C'est donc le cas de Honorine que vous avez regardé dans ce reportage. Voyez-vous, elle est malade depuis plusieurs années. Elle a besoin de votre aide. Irène Tembe, bonsoir. Bonsoir Flavien. Et bienvenue. Merci. Quelle est la situation de Honorine? Oui, la situation d'Honorine est la suivante. Otier Annie, 20 000 francs. Cathy Paul Achang de Bonan, 1 000. Famille Tala, 1 500. La famille Bomene Ebenezer, 2 000. Pierre Yapelda, 2 000. Veuve Yamdieu Emilienne, 5 000. Kemwe, 5 000. Une famille chrétienne, 10 000. Âme sensible, 5 000. Bienfaiteur de la Guinée équatoriale, 2 000. Captier William, 3 000. Dieudonné Kamdem du Gabon, 5 000. Une bienfaitrice, 5 000. Famille X de Bepanda, 5 000. Les jumeaux Ninche, 50 000. Christiane, 3 500. Judicaël des États-Unis, 5 000. Famille Bense de Bonabo, QG, 3 000. Madame Matene, 10 000 francs. Gaël Racheté, 3 000. Odile de Bahanté, 1250. Anonyme de Mbangue, 5 000. Gisèle de Yaoundé, 2 000. Christiane de Mvormeka, 2 000. Une famille généreuse de Moutongo Plateau APK 14, 5 000 francs. Léo Martial, 2 500. Kalidia Rostan, 1 000 francs. Famille Doumbé, 3 000. Chantal Noël, 5 000. Famille Âme de Bonne Volonté, 2 500. Mouamoul Madeleine, 5 000.
Couple Tamgo, 2000. Berignou Ferdinand, 5000. Franck Luther Kamcho, 5000. Viviane Yafa, 8000. Diane Megop, 2000. Chanceline Tchatchoua, 2000. Rodrigo Chouala Keyanfe, 3000. Napsi Bonkeven, 2000. Germaine Mireille Dormo-Zoché, 1500. Honorine Feuillon, 2500. Julienne Wandier, 1000 francs. Peter Tachamani Kweta, 1000 francs. Fabrice Kamga Watunia, 5000. Liliane Joël Shekam Kamgia, 10 000. Tatiana D. Tengi, 1500. Simplice Yemega, 1000 francs. La famille Patrick Amarwa, 2500. Simon Chafak, 1500. James Dele John Zege, 3000. Boapa Chamna, épouse Tafouendon, 1000 francs. Cyprien Kamate Gadieu, 2000 francs. Nous avons un montant de 1 495 301 francs pour le cas d'Honorine. Très bien. Ça, c'est le cas d'Honorine qui a toujours besoin d'aide financière pour être prise en charge. Tout à fait. On va davantage l'accompagner dans cette souffrance en lui proposant ce que nous avons comme moyens financiers et même des conseils aussi, parce qu'elle en a besoin. Tout à fait. Et nous continuons à dire à nos chers bienfaiteurs que les numéros qui s'affichent au bas du petit écran, à savoir le 690 50 50 94, le 675 35 25 16, sont les seuls numéros habilités à recevoir vos dons. Autre cas ce soir? Donc, vous aurez à revenir sur le cas de Stéphane et bien entendu le cas de Clara. Oui. Dans nos prochaines éditions. Nous sommes arrivés au terme de cette édition de Regard Social. Merci à vous. Bonne soirée. Merci également à vous, Flavien. Et bonne soirée également à toute l'équipe qui nous a accompagnés à réaliser cette autre édition de Regard Social. Cédric Nana, Georges Mitterrand, Dame Eric Watat, Cédric Chouna, Dani Warren Zedeki, le réalisateur de cette émission.